Voici Captain Cash. On l'appelait comme ça parce qu'il se baladait toujours avec une mallette remplie de billets. C'était un des plus gros passeurs de drogue d'Angleterre, qui connaissait toutes les grandes familles mafieuses de la région. Il flambait autant qu'il pouvait, sans aucune limite, il se pensait intouchable. Mais même les plus grands finissent par tomber. Captain Cash, de son vrai nom, Kenneth Reagan, se fait arrêter le 17 juin 1998 avec 25 kilos d'héroïne sur lui. Il est foutu. Avec ça, la police avait de quoi le faire passer 2 décennies derrière les barreaux. Sauf que Reagan a des ressources. Pour se sauver, il décide de balancer tout le monde. Une douzaine de grands noms du crime tombent et on récupère des millions de livres de drogue grâce à ses témoignages. En échange, la justice est clémente, il fera que 4 ans de prison. Quand il sort, en 2002, il a plus rien. On lui a pris toute sa thune et il est grillé dans le milieu du crime. Il se retrouve obligé d'aller vivre dans un bungalow avec son père. Fini le luxe, fini la gloire, il repart de zéro. Mais cette situation, il la supporte pas. C'est intenable. Il a besoin d'argent, besoin de redevenir celui qu'il était. Alors, il met au point un plan absolument abominable pour revenir sur le devant de la scène. Et dans la foulée, il va commettre l'un des crimes les plus odieux que l'Angleterre n'ait jamais connu. Tuer pour 5 millions de livres. Saito, je pense pas qu'on va pouvoir continuer la vidéo là. Quoi ? Bah j'étais là et il y a un perroquet qui a volé mes billets d'avion, je sais pas comment les récupérer. Ok, pas le choix. On va devoir invoquer notre esprit sauveur. Hein ? CyberGhost VPN, te voilà enfin. T'es sérieux là ? Toi, leader de la cybersécurité, avec tes 38 millions d'utilisateurs, entends notre appel. On a besoin de changer notre localisation et contourner les géorestrictions pour acheter des billets d'avion à prix réduit et rentrer chez nous dans les temps. En plus, grâce à ton réseau privé 100% sécurisé qui chiffre nos données même sur les Wi-Fi publics, on n'a rien à craindre. Pendant le voyage, on pourra profiter de 40% de contenu supplémentaire en français sur plus d'une quarantaine de services de streaming, comme Netflix ou Amazon. Et tout ça à prix réduit. En un clic, on change notre localisation et hop, en Argentine, Disney+, c'est à 2,80€, Spotify à 1,50€. Et tu sais, dans son immense bonté, CyberGhost VPN nous fait une giga promo. Moins 83% de réduction et 4 mois gratuits. On peut protéger jusqu'à 7 appareils à la fois, que ça soit PC, mobile, console ou Smart TV, pour seulement 2€ par mois. En plus, t'as 45 jours pour te faire rembourser, c'est vraiment sans risque. Aucune raison d'attendre. Nous, on rentre. Vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, il y a toutes les infos. Quand il était au top, Reagan avait monté une société de transport qu'il utilisait pour faire passer la drogue. Et il a bien l'intention de recommencer. Après tout, c'est comme ça qu'il sait faire de l'argent. Sauf que cette fois, il a pas envie de recommencer de zéro. C'est plus facile de récupérer un business. Alors, il élabore un plan. Sa cible, ça va être Anil Chauhan, un entrepreneur d'origine indienne, père de 2 petits garçons qui a monté une boîte de transport de fruits et légumes. Ça marche plutôt bien, l'entreprise est estimée à 5 millions de livres. Et Reagan compte bien lui subtiliser. Anil est un patron avec une bonne image, un homme joyeux, apprécié de ses employés. Reagan se rapproche de lui et explique connaître des investisseurs prêts à lui racheter l'entreprise. L'ancien criminel a du flair. En fait, l'opportunité est tentante pour Chauhan. Ça fait quelque temps que sa femme a envie de retourner en Inde. Ça pourrait être l'occasion de lâcher le business. Pendant qu'il réfléchit, Reagan passe à la phase 2. Il contacte une ancienne connaissance, une femme du nom de Belinda, récemment divorcée et endettée, à qui il propose un poste de gestionnaire, pour un salaire qui ne se refuse pas. Il lui dit juste qu'il s'apprête à racheter une boîte de transport. Belinda accepte un peu rapidement. Elle a besoin d'argent. Elle se rappelle que quand il est passé chez elle pour signer les papiers, Reagan était un peu bizarre. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'elle devrait faire des travaux sur son terrain, genre installer une grille ou creuser un fossé pour drainer l'eau. Elle n'y prête pas plus attention, mais Kenneth Reagan, lui, était déjà en train de planter les graines de son crime parfait. Quelque temps plus tard, le 13 février 2003, Anil prend sa décision. Il accepte de rencontrer les investisseurs pour discuter de la vente de l'entreprise. Il prévient simplement qu'il a un meeting à Stonehenge et s'en va. C'est la dernière fois qu'on le verra vivant.
Le lundi suivant, en arrivant au boulot, les employés apprennent que la boîte a changé de main. Monsieur Chohan a tout vendu et il est reparti en Inde. C'est un peu bizarre, mais Regan leur montre des papiers officiels signés par leur ancien patron et présente Belinda, la nouvelle gérante. Tout le monde est étonné, peut-être un peu déçu qu'on leur ait pas dit au revoir, mais le travail reprend. Le premier événement qui va faire s'écrouler le château de cartes, il est aperçu des yeux même de Belinda. Alors qu'elle retourne chez elle, car elle se sent malade, elle découvre deux hommes avec une pelleteuse en train de creuser dans son terrain. Ils s'appellent William Hornsey et Peter Reese, ce sont des amis de Kenneth Regan. Belinda est furieuse, elle leur demande ce qu'ils peuvent bien faire ici. Eux expliquent simplement que Regan leur a demandé de venir creuser le fossé dont il lui avait parlé. Elle l'appelle pour lui demander des explications, s'énerve, demande à ce qu'il rebouche tout, mais Kenneth la convainc d'attendre un peu. De l'autre côté du globe, le journaliste Onkar Verma travaille en Nouvelle-Zélande. Sa sœur vit en Angleterre, mariée à un certain Anil Chohan, où ils élèvent leurs enfants. D'ailleurs, en ce moment, sa mère est allée leur rendre visite. Et Onkar, quelque chose le dérange. Il est extrêmement proche de sa sœur et sa mère. Normalement, ils s'appellent tous les jours, mais depuis le 15 février, il n'a plus de nouvelles, ni de l'une, ni de l'autre. Inquiet, il contacte la police de Londres, mais sur place, l'enquête ne donne rien. D'accord, la maison est vide, mais l'intégralité de leurs amis, collègues et voisins sont absolument convaincus que la famille est retournée vivre en Inde. Du point de vue de la police, c'est pas suffisant pour pousser les recherches. Le frère n'est peut-être juste pas au courant du déménagement. Mais pour Onkar, ça colle pas. Lui, il en est sûr, sa sœur l'aurait prévenu. Il décide alors de se rendre lui-même en Angleterre pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Sur place, il visite d'abord la maison familiale. Et là, ses soupçons se confirment, quelque chose ne va pas. D'abord, tout a été laissé en état. Les jouets des enfants jonchent le sol, les vêtements sont toujours dans les placards, il y a de la nourriture dans le frigo. Mais surtout, le livre de prière de sa mère, dont elle ne se sépare jamais, est encore dans la maison. Devant autant de preuves, la police ne peut nier l'évidence, et l'enquête est rouverte. Il commence par des interrogations, notamment Regan, l'un des derniers à avoir vu Anil. Kenneth leur raconte que Chohan est un homme particulièrement endetté, qui n'avait pas d'autre choix que de vendre sa boîte et de disparaître. L'histoire convainc pas complètement, mais elle est loin d'être impossible. Anil Chohan avait déjà fait de la prison dans le passé pour évasion fiscale, et on sait que même si l'entreprise marchait bien, sa gestion était loin d'être exemplaire. Dans le doute, les enquêteurs vérifient quand même les déplacements de Kenneth et Anil le jour de la disparition en traquant la position des téléphones. On découvre alors que celui de Chohan est bien allé à Stonehenge, qu'il y a rencontré le téléphone de Regan, qu'ils sont restés longtemps dans la zone, puis ensemble, ils se sont rendus jusqu'à la résidence de Belinda, la nouvelle gérante. La police décide alors de se rendre sur place pour enquêter. Mais avant d'avoir eu le temps de faire quoi que ce soit, les enquêteurs reçoivent un coup de fil imprévu. William Hornsey, un des associés de Regan, les a appelés pour les prévenir qu'il s'apprête à rencontrer Chohan. Apparemment, il est encore en Angleterre, en fuite. Il a demandé à William de lui apporter de faux passeports à Newport dans le sud du pays. Peut-être qu'il prévoit de quitter le territoire. Ça correspond à la version de Regan. L'occasion est trop belle. On annule la visite chez Belinda et on prépare à la place la rencontre avec Chohan qui aura lieu le lundi suivant. Faut surtout pas le laisser filer. Et pendant le week-end, Kenneth propose à Belinda de venir faire des travaux dans son champ. Elle accepte, les hommes arrivent avec une pelleteuse, elle se pose pas de questions. Le lundi, la police se met en planque pas loin de la statue de cochon en bronze qui devait leur servir de lieu de rencontre. William et Regan arrivent, attendent à côté de la statue, mais rien. Tout d'un coup, ils reçoivent un coup de fil ou un SMS, ont l'air désemparés et s'en vont. Ils expliquent aux enquêteurs avoir reçu un message. Quelqu'un était au courant que la police avait été prévenue et a annulé le rendez-vous. Retour à la case départ. On décide alors de continuer le plan d'origine, visiter la demeure de Belinda. C'est là que tout s'enchaîne. Ils apprennent d'abord pour l'histoire du fossé.
terriblement louche. Mais sur place, on ne trouve aucun corps. Puis, quelque temps plus tard, c'est 2 personnes en canoë qui tombent sur un cadavre au milieu de l'océan et appellent la police. Le corps est examiné, c'est Shohan. L'autopsie montre que si sa bouche a été complètement recouverte de scotch, c'est un coup violent à l'arrière du crâne qui a eu raison de lui. De l'autre côté, les fouilles dans le champ de Belinda révèlent des cheveux, des bijoux et des traces de vêtements brûlés. De quoi prouver qu'à un moment, des corps avaient bien été enterrés ici. Pour la police, il n'y a presque aucun doute. Anil a été tué, enterré dans le champ de Belinda avec sa famille, déterré, puis jeté à la mer. Mais le reste de la famille, la mère, la grand-mère, les enfants, où ils sont? Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils ont eux aussi disparu? Évidemment, Regan et ses complices deviennent les suspects principaux. Il n'y a presque aucun doute sur leur culpabilité. Mais la police manque de preuves accablantes, de quoi ne laisser aucun doute au procès. De leur côté, les 3 hommes commencent à paniquer. Ils tentent d'intimider Belinda, sans succès, puis sentant qu'ils n'en ont plus pour longtemps, partent en cavale. Peter est le premier à se faire arrêter. C'est le seul qui n'avait pas fui le territoire. Regan se fait capturer en Belgique après 2 mois de course, puis 6 semaines plus tard, c'est William qui se rend de lui-même. Mais même capturés, les 3 hommes refusent de témoigner. L'enquête continue, en vue du procès, et plusieurs petits éléments viennent remplir les trous de l'histoire. D'abord, on retrouve une imprimante, ainsi qu'une dizaine de feuilles blanches signées de la main d'Anil Shohan. Puis, avec des relevés de téléphone plus précis, on arrive à déterminer les déplacements des suspects et de la victime. D'après la police, les événements se passent comme ça. Anil va à Stonehenge, pensant rencontrer de futurs acheteurs, mais se fait kidnapper par les 3 hommes. Ensemble, ils le ramènent au domicile de Regan, où il sera séquestré plusieurs jours. On le force à passer des coups de fil et signer des dizaines de papiers qui vont servir à forger de faux documents pour la vente de l'entreprise. Pendant qu'il est séquestré, surveillé par Peter, Regan et William vont à Londres se débarrasser du reste de la famille. Puis Anil est tué, les corps sont emmenés chez Belinda où ils sont enterrés. Le problème, c'est que même avec tout ça, il n'y a que d'énormes suspicions. Tout n'est qu'une déduction à la suite des mouvements de téléphone des suspects et de la victime. Regan a complètement retapé son domicile, la police n'y trouve aucune preuve de la séquestration. C'est là qu'un miracle se produit. Un indice va ressurgir et faire basculer le procès. Un indice laissé par Monsieur Shohan lui-même, un indice que la police avait raté, conservé pendant des mois sans que personne n'y fasse attention. La chaussette de la victime. Elle avait été récupérée, mais pas examinée plus que ça. Une erreur qui a failli sauver les criminels. Car alors qu'on passe en revue l'intégralité des éléments de l'enquête pour s'assurer qu'aucun détail n'a échappé aux enquêteurs, quelqu'un réalise qu'à l'intérieur de cette chaussette se trouve un papier. Il est gravement endommagé par l'eau salée, mais comme il a été replié de nombreuses fois sur lui-même, il est encore lisible. C'est une lettre adressée à Regan lui-même, livrée à son domicile et datant du 12 février 2003, le jour de l'enlèvement de Shohan. La preuve est accablante, ça veut dire que la victime se trouvait dans la résidence de Regan le jour de sa mort. Pour la police, c'est évident. Anil, probablement convaincu qu'il allait mourir, l'a subtilisé sur les lieux de sa séquestration et caché dans sa chaussette comme ultime preuve contre son assassin au cas où lui-même ne pourrait pas témoigner. Imaginez la force mentale qu'il faut pour faire ça. Dans un moment pareil, pour penser à aider la police après sa propre mort. C'est le dernier clou qui va finir de sceller le sort des assassins. Un dernier message de la victime à ses agresseurs. Durant le procès, Kenneth sera décrit comme un fou prêt à tout pour arriver à ses fins. Le cerveau qui a orchestré le meurtre d'une famille entière sur 3 générations, juste pour récupérer un business. Peter Rees prend 23 ans de prison pour le meurtre d'Anil. William Hornsey et Kenneth Regan, eux, 5 condamnations à vie pour le meurtre de la famille tout entière, les parents, les 2 enfants et la grand-mère. Le corps de Nancy, la femme d'Anil, et de sa belle-mère Charanjit referont surface eux aussi près de la côte.
Ses deux enfants, Devinder et Ravinder, eux, n'ont jamais été retrouvés. Enfin, en 2016, Regan et William sont devenus les suspects principaux d'un meurtre datant de 1992. Si ça se trouve, la disparition de la famille Chohan, c'était même pas un coup d'essai. Un immense merci à CyberGhost VPN pour leur soutien. Protégez-vous et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2€ par mois grâce au lien en description.